Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne. D'habitude, je parle ici d'histoire de l'art et de peinture. Mais aujourd'hui, je vais vous emmener sur un autre terrain, celui de l'histoire, et plus précisément d'un moment où l'espérance et la liberté ont soufflé sur la France. Une liberté qui d'ailleurs a toujours été chère aux artistes. Pensons à Gustave Courbet, figure engagée de la Commune de Paris, à Maximilien Luce, peintre anarchiste profondément attaché à la justice sociale, ou encore à Corot, dont la peinture sensible reflète cette aspiration à la dignité et à la liberté. En 1870, après la défaite face à la Prusse, un vent de liberté parcourt le pays. Paris bien sûr, mais aussi Lyon, Marseille et Limoges. Oui, Limoges a elle aussi connu sa commune. Elle n'a duré que 24 heures, mais elle a bel et bien existé. Et cette liberté si chère aux artistes depuis toujours était aussi celle des communeux. Une liberté rêvée, désirée, parfois arrachée et qui reste au cœur de notre mémoire collective. Afin de raconter cette histoire, je dois donc d'abord évoquer le contexte historique. La guerre de 1870 et la Commune de Paris, sans laquelle on ne peut comprendre ce qui s'est passé à Limoges. Si cette commune est aujourd'hui si méconnue, c'est aussi parce qu'elle a été volontairement occultée par la Troisième République, soucieuse d'effacer ces élans révolutionnaires de la mémoire collective. Pour restituer cette atmosphère, je me suis plongé dans les archives, dans les documents d'époque, et j'ai même utilisé l'intelligence artificielle pour donner vie à ces instants oubliés. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir cette histoire entre la grande commune de Paris et la plus méconnue et une des plus occultées, celle de Limoges. Été 1870. À Limoges, des soldats se prennent en photo avant de partir à la guerre. À la gare de Limoges, comme partout ailleurs en France, les soldats prennent le train pour rejoindre le front. Celui qui les envoie à la guerre, c'est Napoléon III, plus préoccupé par son image que par ses canons. La bataille de Sedan sera un désastre. Le 2 septembre 1870, après sa défaite de Sedan, il présente piteusement sa reddition au roi de Prusse. Guillaume Ier doit bien exulter, car il n'est même pas responsable du début de cette guerre. 2 jours après, à Paris, l'Empire s'effondre. Tandis que la Chambre hésite, le peuple envahit l'Assemblée. Alors, Gambetta, député républicain, proclame « Français, le peuple a devancé la Chambre qui hésite. Pour sauver la patrie menacée, il a demandé la République !» Et c'est bien la République qui va renaître de ses cendres. La joie sera de courte durée. 19 septembre, Paris est encerclé par les Prussiens. Dans ce nouveau gouvernement de défense nationale, certains tentent de négocier avec les Allemands. Gambetta, lui, ministre de l'Intérieur, part à la bataille. Le 7 octobre, il décide de partir en ballon qui a été construit par les Parisiens eux-mêmes. Arrivé à Tours, Gambetta lève des armées en un temps record. Même les Prussiens sont stupéfaits. Les Allemands, pris de court, redoutent une répétition de la farouche résistance française de 1792-93. Avec peu de soutien du gouvernement de la Défense nationale, Gambetta confie l'armée de la Loire au général Dorel de Paladine, monarchiste modéré. Malgré une victoire à Coulmiers, Dorel refuse de poursuivre l'offensive, s'opposant à la stratégie agressive de Gambetta. Toutes ces hésitations vont contribuer à la défaite de la France. 18 janvier 1871, Guillaume Ier, roi de Prusse, est proclamé empereur d'Allemagne au château de Versailles. Une humiliation de plus pour la France. 28 janvier 1871, l'armistice est signé avec la Prusse. Elle obtient l'Alsace et la Lorraine. Paris est occupé. Et la rançon est colossale. Pour le peuple déjà affamé, le prix est écrasant. Le 8 février, les élections organisées par le Conseil de défense nationale sont largement favorables aux monarchistes. À Limoges, foyer ouvrier et républicain, l'annonce de la paix et la crainte d'un retour monarchique ont déclenché début avril un soulèvement inspiré par Paris. En mars 1871, la Commune de Paris éclate, après la tentative de Thiers de reprendre les canons de Montmartre. Thiers, nouveau chef du gouvernement, lance « Il n'y a qu'une solution radicale qui puisse sauver le pays, il faut évacuer Paris. Je n'abandonne pas la patrie, je la sauve. » En mars 1871, fuyant Paris insurgé, son gouvernement s'installe à Versailles, gagnant le surnom Oni de Versaillais, et va orchestrer dans les mois suivants une répression sanglante. C'est dans ce contexte que le 4 avril, à Limoges,
des troupes sont mobilisées à la caserne de la Visitation. Elles passent par la place Dauphine, actuelle place Denis du Soubre, où elles attirent le regard de la population limougeaude. À Limoges, ouvriers et républicains s'opposent à ce départ. Dans cette période troublée, de nombreux soldats n'ont plus la volonté de combattre, surtout d'autres Français. Louis Guibert, journaliste du quotidien de droite La Discussion, décrit une foule composée en grande partie de femmes et d'enfants qui accueillent la troupe et minimise la rébellion des militaires. À la gare, les soldats fraternisent avec les Limougeaux et donnent 80 de leurs meilleures armes, selon le journal de gauche La Défense républicaine, au cri de « Vive la République »,« Vive Paris »,« Vive la Commune », la crosse en l'air. Cette fraternisation entre soldats et foule, pourtant bien réelle, est condamnée avec virulence par le général Bisson, commandant de la 14e région militaire, qui dirigeait ces hommes, et qui y voit une trahison des devoirs militaires et une atteinte à l'honneur de l'armée. Il ajoute aussi « Les moyens ordinaires de répression étant insuffisants pour ramener dans nos rangs l'ordre et l'obéissance, j'ordonne à tous les militaires gradés et aux braves soldats dont le cœur est sensible aux mots de patrie et d'honneur de faire justice immédiate par les armes de ces misérables. » Cependant, en ce 4 avril, l'insurrection ne fait que commencer. À la mairie de Limoges, Casimir Rançon, premier magistrat de la ville, est affolé. La garde nationale, ou si l'on peut dire le peuple en armes, commence à se mobiliser. Pour le libéral Casimir Rançon, il s'agit d'éviter les fusions de sang. Il obtient du préfet Delpont et du général Bonnemain, qui commande la place de Limoges, que les troupes restent consignées. Cette tentative ne marche pas. Le rapport du juge d'instruction, qui servira de base quelques semaines plus tard aux délibérations du tribunal militaire, le confirme. Quant aux meneurs, mais il faudrait rajouter des guillemets, qui dirigent cette insurrection, on dénombre 6 conseillers qui forment l'aile gauche de l'Assemblée municipale et qui sont de grandes figures bien méconnues du mouvement démocratique et socialiste en Limousin. On peut citer entre autres Pierre Ribeyrolles, horloger, un vieux républicain proscrit par Napoléon III en 1851. Ou encore Élie Dubois, commissionnaire de roulage qui avait animé un club socialiste à Paris lors de la Révolution de 1848 et qui a été proscrit également par Napoléon III. Parmi les insurgés, on retrouve énormément d'ouvriers porcelainiers, le peintre Coissac par exemple, on peut citer également Jean-Baptiste Roubinet, balancier, ou Maury, sabotier. En somme, des voix des sans-voix, représentants de ce peuple de Limoges, gangréné par le chômage et la misère. Mais revenons-en en ce 4 avril, où une foule de plus en plus importante se masse devant la mairie, attendant les délibérations du conseil municipal. Pierre Ribeyrolles prend alors la parole et proclame la commune de Limoges. Il ajoute également « Vous savez qu'en ce moment, l'infâme gouvernement de Versailles mitraille nos frères. Ne ferez-vous rien pour le combattre ?» Un officier répond « La garde nationale est prête à partir combattre aux côtés des Parisiens contre l'armée de la réaction. » Casimir Rançon répond « C'est impossible, vous serez arrêté en route. » Eh bien, vous savez qu'il passe constamment à notre gare des trains de troupes qu'on dirige sur Versailles. Les laisserez-vous passer ? Et la foule répond « Non, non, non !» Un détachement de la garde nationale, dirigé par Coissac, est alors envoyé à la gare pour l'occuper en permanence. Et on peut entendre la foule dire « Vive la République, vive Paris, vive la Commune, plus de général, plus de préfet ». Entre-temps, un individu arrive pour annoncer que 3 soldats ont été arrêtés en ville. La foule décide alors de se diriger vers la préfecture. À 22h, celle-ci est investie par les manifestants. Le préfet, quant à lui, se déguise et s'enfuit pendant la nuit. Faute de trouver le préfet, le conseiller municipal Élie Dubois part à la caserne de la Visitation afin d'obtenir des garanties quant à ces soldats prisonniers. On peut s'étonner de la facilité avec laquelle la préfecture a été investie par la foule des manifestants. Mais on comprend davantage lorsqu'on regarde les plans de la ville de l'époque. À cette période de l'histoire, la préfecture se situe à côté de l'église Saint-Michel-des-Lions. Elle se trouve non loin du quartier du Viraclos, qui est un des quartiers les plus malfamés et les plus pauvres de la ville, et où l'on trouve une douzaine de maisons de tolérance. En soi, elle constitue un îlot versaillais au milieu de la population la plus révoltée. Face à ce soulèvement qui continue à se développer, les autorités réagissent et envoient le colonel Billet et ses soldats cuirassiers pour rétablir l'ordre. Ce détachement militaire passe par la rue de la Croix-Neuve, actuelle rue Adrien Duboucher. Dans le cabinet du préfet,
Pierre Ruberolle dit « Citoyens, soyez calmes !» Des barricades sont édifiées par les manifestants. À l'approche des militaires qui arrivent, on entend un manifestant dire « Pas de provocation !» Arrivé au pied de l'église Saint-Michel-des-Lions, une fusillade éclate et le colonel Billet est mortellement blessé. Il est alors transporté à l'hôtel Richelieu où il rendra son dernier souffle. Le sang a donc coulé et ce mouvement social va se déliter. Pierre Ruberolle sera condamné par le tribunal par contumace et fuira en Suisse et sera réhabilité des années plus tard par l'avocat Millerand. Dès le lendemain, une perquisition aura lieu aux usines à Villande. Des ouvriers inquiétés ou arrêtés. Et la défense républicaine, journal de gauche, finira par être interdit en avril. Thiers dira de cette révolte qui n'aura duré que 24 heures. À Limoges, s'est produite une émotion peu dangereuse, mais les communistes de cette ville, jaloux de se montrer à la hauteur des communistes de Paris, ont assassiné le colonel du régiment de cuirassiers qui était cantonné dans le département. La répression va suivre de près ce lâche attentat. Et effectivement, elle va suivre. Parmi les communards arrêtés à Paris durant la semaine sanglante du 21 au 28 mai 71, 1314 sont des migrants limousins, 953 de Creuse, 388 de Haute-Vienne et 173 de Corrèze. La Creuse est ainsi le troisième département en nombre d'arrestations, après la Seine, Paris et proche banlieue. Thiers, encore lui, dira une fois la révolte écrasée « Le sol de Paris est jonché de leurs cadavres. Ce spectacle affreux servira de leçon, il faut l'espérer, aux insensés qui osaient se déclarer partisans de la Commune. » Malgré l'échec de la Commune de Limoges, en 1884, Waldeck-Rousseau autorisera la création des syndicats. Et le premier syndicat sera créé à Limoges, dans la salle Antignac, en 1895. Bien des années plus tard, les idées de la Commune ressurgiront, avec cette fois-ci l'assassinat d'un ouvrier porcelainier, Camille Vardel, en 1905. Au cours des années suivantes, la ville de Limoges va encore bien changer. En 1894, des lignes de tramway, une nouvelle préfecture en 1900, pour sans doute affermir le pouvoir de la Troisième République, héritière des Versaillais, sur les vestiges du quartier du Viraclos. Une nouvelle gare, conçue par l'architecte Gontier, inaugurée en 1929. Mais ça, c'est une autre histoire que nous raconterons peut-être dans d'autres vidéos.